Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. C'est parti, tout de suite les titres. Dans un contexte régional marqué par des défis sur le plan sécuritaire, des acteurs se mobilisent autour d'un dialogue interreligieux. La rencontre a réuni autorités locales, acteurs communautaires et guides religieux à Tambacounda. Principal objectif, contrecarrer l'extrémisme violent dans cette partie du pays. Plus de transparence dans la gestion des finances publiques, c'est la volonté de plusieurs membres de la société civile. El Haj Ahmadou Samb porte leur parole. Ils demandent plus de rigueur dans la publication des dépenses de finances publiques. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Et puis, ce cri du cœur des agents municipaux de Guédiawaye. Au total, plus de 300 agents réclament les baux de leur terrain. Une vieille doléance réactualisée à la suite de lenteurs constatées dans les procédures d'attribution. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir et re-bienvenue dans cette édition, un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec cet atout déterminant dans la lutte contre l'extrémisme violent. Il s'agit de l'implication des acteurs religieux. Un dialogue a dans cet esprit réuni leaders religieux, autorités locales et acteurs communautaires à Tambacounda. Objectif, la mise en place de stratégies pour renforcer la cohésion sociale dans cette partie est du pays, mais aussi et surtout dans un contexte régional marqué par des tensions et des défis sécuritaires croissants. Les détails, c'est avec le docteur Bakary Samb du Timbuktu Institute. Il nous en dit plus au micro de Mamadou Diouf. Avec les récents événements qui sont déroulés à la porte du Sénégal, avec le Sénégal qui se trouve dans une ceinture de feu frontalier avec des pays qui connaissent le phénomène d'extrême violence, ces rencontres ont encore un sens beaucoup plus prononcé. C'est pour voir dans quelle mesure les leviers de résilience communautaire qu'il y a ici, tels que le dialogue interreligieux, peuvent être mobilisés afin d'appuyer les efforts de l'État du Sénégal dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la prévention des conflits, pour voir dans quelle mesure surtout comment les acteurs religieux qui ont une place prépondérante dans la société ici dans la région peuvent jouer un rôle capital, notamment en termes de prévention, mais aussi en termes de lutte contre l'extrême violence et de prévention, parce que le Sénégal est certes jusqu'ici une exception, mais cette exception mérite d'être entretenue. Si l'on sait que les facteurs exogènes, très souvent, essayent de se faufiler dans les failles qu'il peut y avoir dans la cohésion sociale pour mettre des germes de conflit qui sont dommageables à la cohésion sociale au moment où nous sommes le plus tous préoccupés par la situation qui entoure notre pays. Nous avons été très rassurés par leur niveau d'engagement. Et les chefs religieux, au regard de l'importance du rôle qu'ils jouent dans la société, se sont engagés à multiplier les sensibilisations, mais aussi à être les porte-voix de toutes les mesures prises par l'État pour les vulgariser afin que les populations soient beaucoup plus conscientes de la menace, mais aussi beaucoup plus conscientes de la nécessité de renforcer la cohésion sociale pour éviter que des facteurs exogènes puissent venir porter un coup fatal à ce vivre ensemble sénégalais. De la sécurité, nous passons à l'économie, le renforcement des mécanismes de transparence dans la gestion des finances publiques. C'est le plaidoyer des organisations fêtières de la société civile. Conformément aux règles édictées en la matière, des membres de la société civile invitent les autorités à faire preuve de rigueur dans la publication des dépenses de finances publiques. El Haj Ahmadou Samb est porte-parole du jour. Il nous en dit plus au micro de Lisa Prera. De faire un rappel par rapport aux textes, aux règles qui entourent la gestion des finances publiques. Nous avons remarqué récemment que les documents budgétaires sont publiés, mais ne sont pas publiés à temps. Et le fait que ces documents ne sont pas publiés à temps impacte principalement sur notre économie, ça impacte aussi sur la notation en matière de transparence. Et comme le communiqué l'a dit, nous avons noté une dégradation de la note du Sénégal par rapport à la transparence budgétaire. L'autre élément, c'est que aussi nous voudrions magnifier un peu certaines actions que le gouvernement est en train de faire,
notamment dans les finances publiques, à travers l'intégration des organisations de la société civile dans les initiatives clés telles que le DPBEP, mais aussi la société civile constate et observe les projets de loi qui ont été validés récemment. Regroupés au sein d'un collectif, les agents municipaux de Guédiawaye réclament les baux de leur terrain à l'origine de leur contestation. Une trop longue attente et des lenteurs dans le dossier, des lenteurs de nature à les faire douter de la régularité des procédures d'attribution. Ces agents qui ne demandent qu'à être rassurés par les autorités se sont exprimés au micro de Patéane. Les voici. Nous sommes réunis aujourd'hui pour réclamer ce qui devait nous revenir de droit. Nous avons assez patienté. Vraiment, nous avons assez patienté. Tout papier qui devait être fourni est entre nos mains. Nous avons même reçu le quitus fiscal depuis le 31 décembre passé. Et jusqu'à ce jour, nous ne savons pas ce qui se passe pour qu'on nous remette le bail dont la demande est dans les couloirs de l'administration. Et vraiment, nous ne savons même plus sur quel pied danser. Est composé de 531 agents sur les 600 qui se regroupent entre les entités collectives au sein de Guédiawaye. Nous avons eu à rencontrer les sous-préfets, le préfet, et jusqu'à ce jour, nous sommes restés calmes parce que nous ne voulons pas de débordement. C'est comme si on cherchait à nous repousser dans nos derniers retranchements. Franchement, nous n'en pouvons plus. Pour démentir des accusations portées à son encontre, le maire de Fandène a fait face à la presse. Augustin Tine se défend d'avoir vendu des portions de terre à une promotrice immobilière. Selon lui, ces accusations émises par des cultivateurs du village de la Lanne sont tout simplement infondées. Nous l'écoutons au micro de Charanta Diop. Nous avons procédé effectivement à la délibération en 2018 au nom de la dame Daou. Après notre délibération, nous avons attendu l'approbation de l'autorité que le maire est fondé à signer un extrait de délibération, ce qui a été fait. Et pour éviter des frictions entre les personnes, nous avons décidé en 2020 de procéder à la désaffectation pour laisser le terrain. La personne qui avait acquis le terrain a fait un recours à la Cour suprême, lequel recours s'est soldé par un arrêt de la Cour suprême annulant notre décision de désaffectation. À partir de cet instant, j'ai tenté de demander à la famille Niang de discuter avec la famille du Libanais. C'était pour régler à l'amiable. Jamais je n'ai parlé d'argent. Jamais aussi nous avons procédé, comme je l'ai dit tantôt, à la délibération, et à chaque fois que nous avons délibéré, nous avons attendu l'approbation du représentant de l'État. C'est à la suite seulement que le maire a signé les extraits de délibération. Madame Daou, que je ne connais pas, tout comme la famille Niang, l'un et l'autre pensent que j'aurais été en collision avec l'autre à leur détriment. Ce qui n'est absolument pas vrai. Je voudrais que ceux-là qui m'entendent sachent que je n'ai été mêlé à aucune affaire d'argent dans cette délibération. Et destination la communauté rurale de Koul qui dit niet à l'installation d'une usine d'exploitation de phosphate. Plusieurs arguments sont brandis par les pourfendeurs du projet, habitants de Koul en grande majorité. Ils mettent en avant les conséquences sanitaires désastreuses que la pollution pourrait avoir sur les populations. Modou Muntahafa, les membres du collectif Sam Sunu Momel, ils nous parlent au micro de Charanta Diop. Du 27 mars 2024, l'ancien régime ont délivré un permis d'exploitation à une société dénommée Enovis SA sur une superficie de 495 mètres carrés. La population s'est dit qu'il fallait se lever comme un seul homme pour défendre les intérêts de la localité. Nous disons non à l'exploitation de la mine de phosphate au niveau de la commune de Koul. La mine qu'on veut implanter est à quelques mètres des lieux d'habitation, alors que les textes disent au moins 500 mètres.
Quand vous prenez la distance entre les villages, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune possibilité d'implanter même une petite usine, plus forte raison, une usine qui exploite donc de la phosphate. Du point de vue environnemental et sanitaire également, on a vu que l'implantation de cette usine va poser des problèmes pour la population de Koul. On a reçu un rapport venant du cabinet Harmonie Gouride qui menait ce qu'on appelle les études d'impact environnemental. 14 villages qu'on a eu à visiter, ils ont dit non, nous ne voulons pas de mine de phosphate au niveau de la commune de Koul. Et nous rappelons également au président de la République, lorsque le sieur Babacar Ngom a voulu implanter une ferme agricole au niveau de sa commune, il était la première personne à se lever pour dire non, parce qu'il avait des arguments. Nous aussi, nous avons des arguments. Nous voulons qu'on nous laisse nos terres. Nous voulons continuer à cultiver nos terres. Nous refermons le chapitre des contestations pour cette fois-ci parler de consommation avec cette bonne nouvelle. Les marchés bien approvisionnés en oignons et en pommes de terre à une semaine du Grand Magal de Touba. Le ministre du Commerce en tournée dans la ville sainte invite toutefois les commerçants à appliquer les prix indiqués et pour tous ceux qui seraient tentés de tricher, eh bien, il annonce d'ores et déjà le déploiement de bénévoles sur le terrain pour contrôler les prix. Les propos de Serigne Gueye Diop au micro de Talassamb. Nous avons eu l'occasion de visiter quelques marchés. Mon premier sentiment, c'est d'abord un sentiment de satisfaction quant au stock de pommes de terre, au stock d'oignons, également sur les tendances de prix. Pour ces deux produits phares du Magal, nous avons vu un stock beaucoup plus important que l'année dernière. On parle de plus de 2000 tonnes déjà qui sont arrivées et d'une tendance justement à augmenter encore les stocks qui arrivent tous les jours. Pour l'oignon, c'est exactement la même chose. Nous avons vu, grâce aux efforts de l'État, que la production d'oignons a augmenté. Jusqu'à présent, contrairement à l'année prochaine, nous avons clôturé tous les marchés. Peut-être demander aux commerçants, c'est de respecter maintenant les prix. Aujourd'hui, la pomme de terre est à 9 000 francs, ce qui est tout à fait normal par rapport au prix de départ, qui était aux alentours de 350 le kilo. L'oignon également est aux alentours de 7 500. Et nous souhaitons que les commerçants respectent ces prix parce que c'est les prix qui sont corrects, qu'on comprend. Au départ, c'était pratiquement 250 francs, mais 3 ou 4 mois après, avec les frais de stockage, c'est normal que les prix évoluent, mais c'est encore des prix très abordables, de l'ordre de 300 francs le kilo. Je voulais aussi appeler tous les commerçants à respecter ces prix. Parce que ce que l'État a fait, c'est que nous avons, vous avez vu à côté de moi, recruté 1000 volontaires de contrôle des prix, qui vont à côté de mes services de contrôle des prix, aider les forces de l'État à dissuader les commerçants qui vont être tentés d'augmenter les prix. Donc là encore, c'est un autre effort que l'État a fait. 1000 volontaires sur l'ensemble du territoire. Rien que pour la région de Diourbel, il y a 100 volontaires qui seront présents pour relever les stocks, qui sont présents pour contrôler les prix, mais qui sont sous les instructions donc, de nos commissaires, des inspecteurs donc, du contrôle des prix. À 400 km de Touba, la ville sainte, des milliers de talibés mourides lancent les activités de commémoration du 18 Safar à Ourossogui plus précisément. Ils sont arrivés de tous les horizons pour une journée de prière, mais aussi et surtout de bernde avec une part belle aux malades des hôpitaux, aux passagers des gares routières et aux foyers religieux de la zone. Le reportage est signé à Bandagnan. Avec la même mobilisation, les talibés mourides sont bien dans l'ambiance du Grand Magal de Touba. À 400 km de la ville sainte, des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ont lancé les activités du 18 Safar par une journée religieuse à Ourossogui. Un événement religieux à sa 11e édition qui a connu cette année de très grandes innovations. Le sens de cette journée, c'est de célébrer, en tout cas comme nous l'avons voulu comme objectif, c'est de donner un avant-goût du Grand Magal de Touba, Cheikh Bamba, Cheikhoul Khadim. C'est une journée avant tout d'abord de récital de Coran, mais de Kassaïd, mais aussi de Salatu ala Nabi. Après ça, vraiment, il y a les bernés à côté qui sont là. Cette année, nous avons préparé 70 grandes marmites, vraiment qui sera servies au niveau de la population, mais aussi au niveau des chefs religieux, mais aussi
au niveau de l'hôpital, mais aussi à Matam. Nous remercions monsieur le sous-préfet, en tout cas, qui a ménagé aucun effort vraiment pour la réussite de cet événement. En tout cas, nous avons remarqué que tous les services ont été en tout cas mobilisés pour la réussite de cet événement. Vraiment, nous le remercions infiniment, quoi. Et on peut dire les membres de Ourossogui, mais aussi cette année, il y a eu une innovation. En tout cas, ça a été élargi, même jusqu'à Taïba, là où j'habite, quoi. En tout cas, pour cette année, en tout cas, des Bernders, en tout cas, seront servis à Taïba. Voilà, pour montrer que nous sommes dans l'objectif, en tout cas, d'élargir. Du Berndais, les populations de Matam en ont bien profité. Plus de 70 marmites gracieusement distribuées. Cela à travers un budget qui dépasse les 4 millions de nos francs. Une 11e édition marquée surtout par l'implication personnelle du préfet de Matam qui, au-delà du soutien logistique, a mobilisé les forces de défense et de sécurité pour la réussite de l'événement. Grand Magal de Touba, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes au cœur de l'événement, Sokhna Aïda Mbodj et sa délégation annoncent une innovation pour un bien-être des populations durant le Grand Magal. Pape Balagé et Talassam faisaient partie de la délégation de la DRFJ venue effectuer la traditionnelle visite auprès du Khalife général des Mourides. Le compte rendu. La DRFJ, délégation à l'entrepreneuriat rapide, n'a pas dérogé à la règle pour la réussite du Grand Magal de Touba. Comme de coutume, Aïda Mbodj, accompagné d'une forte délégation, entend jouer sa partition pour la question de l'hygiène durant cet événement de dimension internationale. La DER accompagne les pouvoirs publics, mais en accompagnant les pouvoirs publics, on se soucie aussi du bien-être des populations. Comme vous le savez, je peux vous le dire, à chaque Magal, la contrainte des populations, c'est les camions vidangeurs qui traînent à travers la ville, qui ne bougent pas et qui sont obligés de déverser tout leur contenu dans la ville. Et bien, cette année, nous allons vous surprendre avec une innovation de taille que vous verrez. Proche des dignitaires mourides, en plus de la visite de courtoisie auprès du Khalife général des Mourides, Madame Aïda Mbodj a tenu à perpétuer une tradition auprès de la famille de Serigne Baralat et Serigne Moustapha Abdoulahad, entre autres. Et je m'en réjouis, j'en remercie le Seigneur, mais je crois que aussi c'est une approche qui nous va directement, parce que quand le temporel s'allie au spirituel, ce ne sera que du bienfait pour tout le monde. Et je suis politique à Bambey, je suis politique dans ma région, je suis politique au Sénégal, donc je soigne mes relations avec les familles religieuses et Dieu merci, comme l'a fait tout à l'heure Seigne Muntaha, parce que comme il a dit depuis que je te connais, et il a raison. Je me rappelle très bien en 2005, quand il m'avait convoqué à Diourbel, c'était pour transmettre les remerciements de son défunt grand frère, Seigne Moustapha Bassir, parce que j'avais pris en charge l'habillement des Mamdiara de Prohan. Et Seigne Moustapha s'en était réjoui. Engagé à contribuer pour la réussite du grand événement du Grand Magal de Touba, la DRFJ promet des innovations de taille pour les millions de pèlerins attendus dans la ville sainte de Touba. Sédhiou lance sa campagne régionale de reboisement. Elle a démarré dans le département de Bounkiling, frontalier à la Gambie, une localité qui souffre du trafic international de bois et de feux de brousse. Le khalife général de Bogal, l'équipe municipale et le gouverneur ont invité les populations à planter des arbres, mais aussi et surtout à les entretenir. Le point, c'est avec Bakary Conté. Les images sont de Khalid Jamé. Cette campagne de reboisement a démarré à Sédhiou, plus précisément dans le département de Bounkiling, une zone frontalière à la Gambie qui souffre de la coupe abusive de bois. Elle a bénéficié des premières activités de ce reboisement. Thierno Abdourahmane Bari, khalife général de Bogal, invite les populations à entretenir les arbres plantés. Ceux qui ont bénéficié de ce projet de reboisement doivent veiller au suivi et à l'entretien. Les chefs de village ont l'obligation de faire le suivi. C'est ce que l'État veut, le service des eaux et forêts et moi-même. C'est facile de planter, mais l'entretien constitue le véritable problème. L'équipe municipale de Bogal dénonce ce trafic international de bois et promet de protéger les plants. La zone de Bogal a connu vraiment des effets néfastes, surtout on peut citer entre autres la coupe abusive de bois,
les feux de brousse surtout. Et c'est l'occasion pour interpeller nos 15 comités de lutte qui ont été installés pour tout simplement essayer de préserver ces plantes, mais également de lutter contre les feux de brousse. Et ce ne serait pas au rôle unique de ces comités, mais également ça engage l'ensemble de la population de Bogal qui doit cultiver l'esprit de dénonciation. L'adjoint au gouverneur de Sédhiou demande aux populations de protéger la forêt et de planter des arbres. Malgré les efforts constants de sensibilisation, la déforestation et la dégradation de nos écosystèmes persistent, nourris par des pratiques telles que la carbonisation, l'annelage, les coupes irrégulières et les feux de brousse. L'arbre est, à n'en point douter, une source de vie. Sa préservation est une urgence vitale. C'est pourquoi je lance un appel solennel à toutes les parties prenantes pour une mobilisation générale en faveur du reboisement et de la protection des forêts. Les amis de l'environnement ont promis de poursuivre ces activités de reboisement durant tout le mois d'août. L'actualité internationale nous mène au Cameroun. Le candidat à la présidentielle Maurice Kamto a été recalé. Le Conseil constitutionnel a rejeté le recours de Kamto, le considérant comme non fondé. Au Mali, ce sont 4 routiers marocains qui ont été libérés par les djihadistes après 6 mois de détention. Entre autres, voilà l'essentiel de la page internationale et le récit est signé Maïmouna Ndiaye. Nous démarrons au Mali avec des nouvelles des 4 chauffeurs routiers marocains portés disparus le 18 janvier 2025. Le gouvernement malien, dans une déclaration rendue publique à la télévision nationale, affirme que les chauffeurs ont été libérés sains et saufs. Il ajoute que leur libération était rendue possible grâce à l'appui de l'Agence nationale de sécurité de l'État du Mali et des services de renseignement extérieur du Maroc. Cameroun à présent, le principal opposant du président Paul Biya, Maurice Kamto, ne pourra pas prendre part à l'élection présidentielle du 12 octobre. Le Conseil constitutionnel a donc confirmé la première invalidation, une décision qui remonte au 26 juillet dernier. Le candidat en question soutenait que son parti remplissait toutes les conditions pour partir aux élections. En Éthiopie, 5 personnes sont condamnées à mort pour trafic d'êtres humains, une première dans l'histoire du pays. Certains observateurs parlent même de verdict inédit dans ce pays d'Afrique de l'Est. L'Éthiopie, un pays confronté depuis des années à des drames migratoires. Football pour terminer, l'ancien footballeur d'Arsenal, Thomas Partey, bénéficie de la liberté conditionnelle sous caution. Pour rappel, les accusations de viol portent sur 2 femmes. Quant à l'agression sexuelle, une seule victime est citée. Des faits qui ont eu lieu entre 2021 et 2022. Selon son avocat, le joueur de 32 ans a tout nié durant l'audience. Il sera à nouveau devant le tribunal le 2 septembre 2025. Été sportive à présent avec cette première journée du groupe D du CHAN 2024 et le Sénégal qui démarre par une victoire devant le Nigeria sur le score d'1-0. Les Lions, pleins de maîtrise durant toute la partie, ont inscrit l'unique but par Christian Gomis. Une victoire qui émane du respect des consignes du coach. C'est le coach qui parle d'ailleurs, Souleymane Diallo, qui ajoute qu'elle peut s'avérer très importante pour la qualification au second tour. Suivons-le. Notre structure offensive, c'est le 4-2-3-1 et par conséquent, effectivement, nous pouvons avoir la supériorité numérique au niveau de la zone dense. Et tout en chassant qu'on a des garçons qui vont vite, on a accepté effectivement de gagner ce duel au milieu et après exploiter le couloir extérieur. Je pense que les garçons ont respecté à la lettre les consignes qui ont été données. Et je pense que c'est une victoire qui va faire du bien aux jeunes qui viennent pour la plupart de découvrir une compétition comme le CHAN. Je pense que gagner face à une équipe comme le Nigeria, pour moi, c'est un élément très important pour la suite de la compétition. Et que c'est une compétition qu'il faudra faire beaucoup attention, car les équipes se valent. Il ne faut pas dormir effectivement en se basant uniquement sur les données. Il y a plusieurs données de performance dans une équipe.
le résultat n'est pas important. Aujourd'hui, la principale donnée sur laquelle on peut agir, c'est qu'on a 3 points. Les autres, il faudra effectivement à la prochaine journée travailler pour capitaliser ce point-là qui consiste effectivement à aller chercher un point, probablement qui va qualifier cette équipe au second tour. Et puis sachez que dans l'autre rencontre de la poule, eh bien, le Congo et le Soudan se sont neutralisés sur le score d'un but partout. Foot toujours, mais cette fois-ci chez les dames, au tournoi de l'UFOA Zone 1, qualificatif à la prochaine Ligue des champions féminines. Les Aigles de la Médina, qui représentent le Sénégal, débutent par une défaite, un revers devant les Maliennes de l'Union sportive des forces armées et sécurité sur le score de 2-0 au stade annexe de Diamniadio, et c'est au grand regret de l'entraîneur des Aigles de la Médina, Soukei Sissé, que voici au micro de Charsade Boudjara. Concentration sur le premier but, balle arrêtée, il joue de la tête. Il a joué plus haute que nos joueurs, c'était plus haute. Et il y avait un impact physique aussi parce que les joueuses maliennes, physiquement, elles sont militaires, comme on dit, USFAS. Il y a eu beaucoup d'impact physique sur nos joueuses, comme vous l'avez dit tantôt, elles sont jeunes. C'est des U17, U20 et un peu de seniors qui sont là. Bon, elles ne sont pas habituées à cet impact-là qu'on les avait imposé. On va travailler. Il nous reste 2 jours encore avant de jouer le prochain match. On va s'y mettre, on va travailler. On va faire des vidéos pour regarder ce qui n'a pas marché. Parce que, quoi qu'on dise, elles ont perdu, mais elles ont bien joué. Elles ont joué, elles ont mis le ballon à terre. Elles ont respecté les consignes qui leur ont été données. Et bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il le faut. Et je sais qu'avec les filles que j'ai, le mental qu'elles ont, elles vont se relever, elles vont revenir plus fortes. On a entamé par une défaite, ce qu'on ne souhaitait pas parce qu'on voulait gagner. Mais bon, ça va nous permettre de revenir plus fortes. Il y a des enseignements à tirer sur cette défaite. Et il y a beaucoup de choses de la turbine que j'ai vues, que je vais rectifier une fois arrivé dans notre camp de regroupement. Pour leur deuxième sortie, les Aigles de la Médina vont rencontrer les Gambiennes de Béréoulingue FC. Voilà qui met un point final à cette édition que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez Abdoulaye Der pour la seconde partie de Soir d'Info. Excellente suite de programme en notre compagnie. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.